J'ai réalisé que les femmes moyennes étaient beaucoup plus jolies. Elle était un peu réservée. Après l'avoir observée pendant un moment, j'ai finalement osé lui parler. Notre première rencontre a été brève, mais elle a conduit à des cafés et des séances d'études au cours des semaines suivantes. Après presque 2 mois, nous avons eu notre premier vrai rendez-vous. À partir de ce moment-là, ce fut la meilleure période de ma vie. Nous avons vécu 15 années de bonheur. Notre courtage et nos fiançailles ont été courts. Après la remise des diplômes, nous nous sommes mariés et avons emménagé dans notre premier appartement à Chicago. Nous faisions ensemble les trajets pour nos premiers emplois, peinant à joindre les deux bouts mais heureux ensemble. Nous partagions presque tout, histoire familiale, intérêts, objectifs. Là où l'un de nous manquait, l'autre excellait. Je gérais nos finances, Jennifer s'occupait de notre calendrier social et familial. Nous avons rapidement amélioré notre vie, obtenant tous les deux des promotions, élargissant notre cercle d'amis et économisant pour une maison tout en voyageant et en nous amusant. Jennifer a quitté son emploi après 8 ans. Notre fils Jacob est né 1 an plus tard, suivi par notre fille Émilie. Nous avons déménagé dans une maison de 3 chambres en banlieue, pris un chien et acheté une berline familiale et un minivan. Notre vie était parfaitement moyenne. 2 enfants, un animal de compagnie, une maison et 2 voitures. Je ne pensais pas pouvoir être plus heureux. Je me trompais. J'ai été promu manager peu après le premier anniversaire d'Émilie. Cela ressemblait à une récompense pour des années de travail ignorées et sans plainte. Le nouveau salaire était substantiel et mon emploi du temps flexible, me permettant de travailler de chez moi et de ne visiter le bureau que pour les réunions. L'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais il peut acheter des vêtements élégants, de meilleurs soins de santé, une nouvelle maison et de la confiance en soi. Je suis passé de moyen à légèrement au-dessus de la moyenne et ma femme, que je trouvais déjà belle, semblait encore plus ravissante. Notre vie, qui était déjà bonne, s'est améliorée de manière significative. Nous voyagions plus, passions du temps avec nos enfants et économisions plus d'argent pour la retraite. Quand Émilie a commencé l'école élémentaire, Jennifer voulait travailler à temps partiel. Elle a rapidement trouvé un emploi dans une start-up de marketing. 6 horaires correspondaient à ceux de l'école des enfants et nous économisions son salaire. J'avais projeté que, d'ici à ce que les enfants obtiennent leur diplôme universitaire, nous pourrions prendre notre retraite confortablement. J'ai découvert que ma femme me trompait 3 mois avant notre 15e anniversaire, juste avant mon anniversaire. J'avais trouvé des preuves 2 jours avant, mais je ne les ai comprises que des semaines plus tard. Je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à son désir de s'impliquer davantage au travail, ce qui signifiait plus d'heures et moi récupérant les enfants. Cela n'affectait pas mon emploi du temps, donc cela ne me dérangeait pas. Après 3 mois, j'ai remarqué qu'elle semblait distraite. Elle disait être stressée en essayant de se retrouver au travail. J'ai pris en charge davantage de responsabilités domestiques pour alléger son fardeau. Quand notre relation a commencé à se détériorer, nous en avons parlé. Elle disait se sentir plus vieille et ne plus avoir besoin de s'amuser autant. Notre vie s'est brièvement améliorée, puis a décliné à nouveau. J'hésitais à en reparler, craignant une dispute. J'étais presque à bout quand j'ai trouvé le cadeau. Le temps s'était rafraîchi et je cherchais un pull. Depuis que j'avais pris en charge la lessive, je me trompais souvent sur l'emplacement des vêtements. En fouillant dans son placard, je l'ai repéré derrière quelques vieilles boîtes à chaussures. Une boîte rose avec un ruban blanc provenant d'un magasin de lingerie et une carte postale adressée à mon bien-aimé. Une foule de pensées ont surgi. Devrais-je regarder ou attendre? J'ai décidé de surveiller et d'attendre jusqu'à mon anniversaire. Le mot disait « Excuse le papier cadeau, déballe le vrai cadeau à ton anniversaire quand je porterai ce qu'il y a dans la boîte. Amour, Jennifer. » Au cours des 2 jours suivants, j'ai fait des efforts supplémentaires. Je l'ai accueilli avec des fleurs, lui ai fait des massages des pieds et ai cuisiné son dîner préféré. Sa réaction était indifférente, presque comme si elle tolérerait mes gestes. Le jour de mon anniversaire,
J'ai veillé à ce que les enfants terminent leurs devoirs tôt pour éviter toute interruption. Jennifer est rentrée tard et a demandé ce qu'il y avait pour dîner, ce qui m'a déstabilisé. J'ai proposé de sortir pour une pizza et les enfants étaient d'accord. Au restaurant, les serveurs m'ont souhaité un joyeux anniversaire et j'ai cru voir de la surprise dans les yeux de Jennifer, mais elle s'est rapidement reprise. « Je te donnerai ton cadeau plus tard », a-t-elle dit avec un sourire. Le trajet de retour a été stressant, presque se soldant par un accident de voiture. Attendre que les enfants se préparent pour se coucher, puis qu'ils s'endorment, m'a paru une éternité. Jennifer était sortie en urgence pour acheter du lait et est revenue juste au moment où les enfants s'endormaient. Quand je suis arrivé dans notre chambre, elle n'y était pas. Quelques instants plus tard, elle est sortie de la salle de bain en chemise de nuit en flanelle, sans maquillage et les cheveux en queue de cheval. Frustré, j'ai demandé où était mon cadeau. Elle s'est glissée dans le lit, a tendu la main vers la lampe, puis s'est arrêtée. Oh, j'ai presque oublié. Elle a sorti une petite boîte enveloppée de papier ballon de la table de chevet et me l'a tendue. « Joyeux anniversaire, chérie ». Puis elle a éteint la lumière et s'est endormie. J'étais trop choqué pour ouvrir le cadeau. Le lendemain, j'étais profondément déprimé. J'ai rejoué les événements des jours précédents sans pouvoir comprendre ce qui avait mal tourné. Pendant presque 2 semaines, je me suis morfondu avec le cadeau non ouvert qui me narguait. J'avais toujours entendu dire que le mari est le dernier à savoir, mais j'étais vraiment dans l'ignorance totale. L'idée que Jennifer me trompe ne m'a jamais traversé l'esprit jusqu'à ce qu'elle appelle 13, jour après mon anniversaire, pour dire qu'elle serait en retard pour la fête des 30 ans d'Allen. Je ne me souviens pas de ma réponse car je regardais l'espace vide dans le placard où se trouvait mon cadeau. La douleur à la poitrine et les vomissements prolongés qui ont suivi m'ont fait craindre une crise cardiaque et pendant un moment, j'aurais souhaité que ce soit vrai. Alan Henderson, le patron de Jennifer, était un jeune cadre publicitaire insincère que je n'aimais pas. Émilie m'a ramené à la réalité. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé, presque en larmes. Je l'ai rassurée en prétendant avoir un problème d'estomac et que j'avais besoin d'un moment. Finalement, j'ai quitté la salle de bain, attrapé ma vieille bouteille de scotch et j'ai bu suffisamment pour me réveiller avec un mal de tête terrible. Je ne savais pas quand Jennifer était rentrée, mais le lendemain matin, elle était dans la cuisine avec les enfants comme si de rien n'était. Son léger frisson en s'asseyant pour manger a éliminé tout amour restant que j'avais pour elle. J'aimerais pouvoir dire que j'ai confronté ma femme infidèle, mais j'étais trop dévasté. Je me sentais comme un zombie, empirant chaque jour en la regardant agir insouciante. J'ai touché le fond jusqu'à notre 15e anniversaire de mariage, quand j'ai finalement décidé d'agir. Je n'aurais probablement rien fait, étant une poule mouillée, et je le savais. Si mon père était vivant, il m'aurait traité de mauviette, et il aurait eu raison. Le brouillard s'est levé de mes pensées quand ma femme a annoncé qu'elle avait une conférence de travail pendant notre anniversaire. Cela m'a semblé un autre niveau d'irrespect, surtout qu'elle n'a pas reconnu la date. Après avoir beaucoup bu le jour de notre anniversaire, je me suis réveillé en colère et j'ai décidé d'appeler un avocat. J'étais déterminé à mettre fin à cette farce. Pensant que ma vie ne pouvait pas empirer, j'avais tort. L'avocat a démoli mes espoirs. Je n'avais aucune preuve de son infidélité, et même si j'en avais, cela ne ferait aucune différence. Elle obtiendrait la moitié de nos biens, la garde partagée au mieux, et je devrais payer une pension alimentaire. Elle aurait probablement la garde principale et la maison pour les enfants. Ma femme me trompait et je me sentais comme un imbécile. Ma dépression s'est transformée en confusion quelques semaines plus tard quand elle a demandé « Tu n'as vraiment pas l'air bien, Michael. Quelque chose te tracasse ?» J'ai menti « Non, chérie. » Puis j'ai été licencié, ce qui s'est avéré être la meilleure chose. En regardant les nouvelles, j'ai vu un grand employeur faire faillite, laissant les employés sans salaire ni pension. Cela m'a frappé. Si nous n'avions rien, nous ne partagerions rien dans un divorce. J'ai décidé de dépenser nos économies jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était un plan imprudent, mais j'étais désespéré.
2 années ont passé dans un ennui atroce. J'ai réalisé que Jennifer avait été la force vitale de notre cercle social. Quand elle s'est éloignée, j'ai constaté que je n'avais pas de vrais amis. Étant enfant unique avec des parents décédés, j'étais vraiment seul. Pendant 2 ans, mes enfants ont été mon seul point lumineux. Je n'avais jamais été un grand dépensier, gardant toujours les reçus de tout. J'ai commencé à retirer de petites sommes d'argent chaque semaine, mais je ne dépensais pas assez vite pour faire une différence. J'étais bon pour économiser de l'argent, pas pour le dépenser. J'ai révisé mon plan et intensifié mes efforts. Je me suis inscrit à un programme de MBA exécutif dépensant presque 120 000 $ à une université locale. J'ai payé en liquide un nouveau SUV de luxe coûtant 66 000 $ et financé entièrement les comptes d'épargne pour l'éducation des enfants pour un autre 260 000 $. J'ai fait des folies pour un nouveau placard et commencé à retirer plus d'argent 2 fois par semaine. Je déposais les enfants à l'école, allais à la banque, puis me rendais au bord du lac. Je ne jouais jamais. Je dépensais juste assez au casino pour laisser une trace de dépenses tout en cachant la plupart de l'argent dans un coffre-fort mural dans notre garage, comme trésor de guerre post-divorce. J'ai aussi engagé une surveillance privée sur ma femme et son amant, récoltant des vidéos, des photos et des rapports quotidiens. C'était coûteux, mais cela en valait la peine. Ma femme a-t-elle remarqué mes dépenses? Surtout, oui, sauf pour les jeux d'argent. Elle devait approuver les comptes de garde des enfants et elle a vu ma nouvelle voiture et mon placard. Elle ne les a jamais questionnés, pensant probablement que nous étions encore bien financièrement. Elle faisait aussi des achats, y compris plus de lingerie, mais je n'ai jamais commenté. Nous vivions comme des colocataires tolérables, communiquant quotidiennement mais évitant la proximité. Passer du temps avec mes enfants était mon moment fort. Je soutenais leurs intérêts, faisais les devoirs avec eux, jouais à des jeux, allais dans les parcs, faisais du vélo et regardais des films. Je suis devenu le cuisinier de la maison, les impliquant dans des recettes faciles. Jennifer apparaissait parfois pendant la semaine. Je ne l'excluais pas des moments familiaux, mais je ne l'impliquais pas non plus. Si elle voulait se joindre, elle le faisait sans un mot. Je recevais des rapports hebdomadaires sur les activités de ma femme. Initialement, je pensais qu'elle n'était impliquée qu'avec son patron, mais il s'est avéré qu'elle était avec plusieurs hommes de son bureau et finalement même certains clients. Cela faisait-il mal? Pas vraiment. Je la voyais déjà comme infidèle et avoir des preuves ne rendait pas les choses pires. Alan Henderson, son patron, n'était pas un amant habile, juste un autre participant à ses affaires. Elle traitait la plupart des 6 autres hommes de la même manière. Un client, un gars nerd avec des lunettes, semblait particulièrement brutal avec elle, mais les photos et vidéos granuleuses rendaient difficile de dire si elle appréciait cela. Avec beaucoup de temps libre malgré les cours, les enfants et le jeu, je me suis concentré sur la vie après le mariage. J'ai commencé à faire de l'exercice, obtenant de bons résultats en presse de banc et en course d'endurance. Bien que je sache que les muscles énormes et la grande apparence étaient principalement génétiques, j'étais content de mes progrès. J'ai aussi recherché les dernières nouveautés dans mon ancienne industrie, sachant que j'aurais besoin d'un emploi un jour. Je passais des heures chaque jour à apprendre de nouvelles technologies et logiciels. Je m'intéressais particulièrement à mon ancienne entreprise, CTS. Ils étaient stagnants, des revenus stables mais sans croissance. Si vous restez immobile, vous perdez. J'ai aussi beaucoup étudié le divorce, en particulier son impact sur les enfants. Les enfants m'avaient aidé à traverser ma douleur et je voulais être pleinement préparé pour leur transition. 8 mois plus tard, j'ai commencé à paniquer. Ma femme a commencé à rentrer à la maison à l'heure, à me demander comment s'était passée ma journée et à s'habiller de manière plus provocante pour aller au lit, essayant de raviver notre intimité. Quelques semaines plus tard, elle s'est plainte de notre manque de communication et a parlé de travailler sur notre mariage. J'ai répondu par un silence complet. 6 tentatives de réconciliation ont continué jusqu'à son anniversaire.
J'ai laissé son cadeau sur la table de la salle à manger, enveloppé dans le même papier qu'elle avait utilisé pour mon dernier cadeau. Cela n'aurait pas dû être une surprise. 6 mois après mon anniversaire, j'ai enfin ouvert son cadeau. Une montre numérique bon marché de la section des achats impulsifs du magasin de proximité. J'étais furieux au début, mais quand j'ai vu qu'il y avait un modèle pour femmes assorties, je me suis calmé. J'ai acheté les deux et j'ai attendu 18 mois pour lui offrir la sienne. J'ai manqué sa réaction parce que les enfants et moi étions sortis pour une soirée cinéma d'urgence et nous sommes rentrés tard. Elle est partie tôt le lendemain. Les choses sont rapidement revenues à la normale. Elle restait tard au bureau et nous parlions à peine. Finalement, elle a dit « Michael, je veux divorcer ». Il a fallu presque une semaine pour qu'elle dépose ses demandes, qui étaient presque risibles. Pension alimentaire pour conjoints et enfants, répartition inégale des biens et accusations de mauvais traitement mental et émotionnel. J'ai attendu jusqu'à lundi et j'ai emmené les enfants camper pendant 6 jours, rentrant reposés. Jennifer était seule à la maison dans le salon, semblant mal en point. J'avais demandé le divorce pour infidélité, réclamant la maison, la garde exclusive et une pension alimentaire puisque j'étais sans emploi et avais été le principal soignant. J'ai également intenté des procès contre SCC 7 partenaires et son employeur, sachant que je ne gagnerais pas mais espérant que la notoriété m'aiderait. J'ai même envoyé un DVD de SC's infidélité à ses parents et à sa meilleure amie pour montrer que j'étais sérieux. J'ai énuméré toutes les preuves dans ma contre-plainte, mais je voulais m'assurer qu'elle savait. Les enfants ont pris un goûter et sont allés dans leur chambre, ignorant leur mère qui n'a fait aucun geste pour les adresser. J'ai pris une bière et me suis assis en face de Jennifer. Elle ne m'a pas regardé pendant longtemps, pleurant et semblant souffrir. Finalement, elle a chuchoté quelque chose, mais j'étais trop concentré sur le fait de savourer ma bière pour m'en soucier. « Tu vas me ruiner. » J'ai attendu qu'elle lève les yeux. Mon Dieu, j'espère bien. Je m'attendais à ce que ce moment soit plus intense, mais quand une larme a roulé sur sa joue, je n'ai rien ressenti. « Tu me détestes à ce point ?» a-t-elle demandé. « Oh non, Jennifer, je ne te déteste pas. La haine demande des efforts. Je mets tout mon effort à prendre soin de moi et de mes enfants. Mais je suis ta femme. Arrête. Ma femme était aimante, attentionnée, ma meilleure amie, ma partenaire et la mère de mes enfants. Elle est partie. Tu n'es que la trompette qui a pris possession de son corps. Tu n'as rien à voir avec moi. » Après un long silence, elle a parlé à nouveau. « Que suis-je censé faire maintenant? Tu veux vraiment ma réponse? » J'ai continué sans attendre. « Tu pourrais partir loin et recommencer une nouvelle vie. Je ne laisserai pas les enfants passer du temps significatif avec toi, donc partir ne devrait pas être un problème. Ou tu pourrais rester ici, mais qui sait qui entendra parler de tes exploits ou qui t'embauchera? Peut-être qu'un loser qui se fiche que tu sois une trompette te prendra, ou tu pourrais te liquider, mais j'espère que tu ne le feras pas. Je veux te voir souffrir. Mais encore une fois, mon opinion n'avait pas d'importance quand tu as commencé à t'amuser avec ton patron. J'ai rêvé de ce discours pendant des mois, espérant trouver satisfaction comme... Je regardais son esprit se désagréger, mais à la place, je me sentais vide. La vie après le divorce a été incertaine. Les procès se sont mieux passés que prévu. J'ai reçu plus d'1 million de dollars en compensation de 3 entreprises dont les employés avaient couché avec ma femme. C'était surprenant, car mon avocat m'avait averti de ne pas m'attendre à grand-chose. Nous avons détruit la compagnie de mon ex-femme grâce aux motions de découverte, aux dépositions et aux fuites vers la presse. J'ai aussi envoyé des courriels à leurs clients à propos de ma femme et de son patron. Voulez-vous vraiment être associé à cette entreprise quand le scandale éclatera? Peu à peu, leurs revenus se sont taris, les employés ont démissionné pour éviter le scandale et l'entreprise a finalement déposé le bilan. Allen Henderson a été licencié et a quitté la ville en disgrâce. Le règlement de 200 000 $ que j'ai reçu était plus petit, mais plus satisfaisant que mes autres victoires. Je n'ai rien obtenu des saisies immobilières.
ce qui était attendu. Cependant, 4 des hommes impliqués ont fait face à des divorces. Le processus m'a aussi blessé car j'ai subi des railleries et des moqueries de la part de ceux qui connaissaient ma situation, mais cela m'importait peu. Je me sentais déjà comme un perdant. Ma principale préoccupation était de protéger mes enfants des retombées. Ils étaient tristes pendant un moment, mais se sont vite rétablis. Ma plus grande victoire a été de retourner chez CTS en tant que vice-président du design et du développement. La programmation m'a aidé à me distraire de mon tumulte personnel. En 2 ans, j'ai développé un module complémentaire pour le logiciel CTS qui s'intégrait au package des concurrents. Moins d'1 an plus tard, j'ai créé ma propre entreprise et vendu le logiciel, recevant $1 million et un incroyable paquet de compensation de CTS. Envisageant la retraite, je savais que j'avais besoin d'une raison pour sortir de la maison. Mes nouveaux revenus m'ont permis d'engager Mme Marlene Jensen comme femme de ménage et nounou. 1 an plus tard, elle a emménagé chez nous à plein temps, vivant dans un appartement au-dessus de notre garage. Elle est devenue comme une grand-mère pour mes enfants, leur prodiguant sagesse et conseils. J'appréciais également son soutien. J'aimais mes enfants et essayais d'être un père attentionné, mais j'étais aussi désabusé et cruel. Madame Jensen était mon roc, offrant des conseils alors que les enfants grandissaient. Notre proximité s'est estompée. Je ne leur en voulais pas, il était préférable de garder mon amertume loin de leur vie. Madame Jensen a travaillé pour moi jusqu'à ce que les enfants aillent à l'université, puis a pris sa retraite. Je lui ai offert le logement et la pension gratuits comme retraite. Elle est restée avec nous pendant 15 ans, m'encourageant toujours à trouver quelqu'un pour partager ma vie. Malgré ses efforts, je suis resté seul, et elle est décédée en sachant que je ne m'étais jamais ouvert à personne. Mes amitiés étaient superficielles et insatisfaisantes, et je sortais rarement, sauf pour quelques dîners de groupe. J'ai acquis une réputation de personne froide et impitoyable, et je ne blâmais personne de m'éviter. Ma richesse m'a permis d'engager régulièrement des call girls que j'ai souvent renvoyées, mais j'ai apprécié une nommée Candy, apprenant plus tard que son vrai nom était Mary Beth. Quand elle est devenue trop attachée, je l'ai écartée. Jennifer a eu une vie difficile après notre séparation. Elle a essayé de se réconcilier ou de bâtir une relation avec nos enfants pendant presque 1 an. Je l'avais avertie, mais elle n'a pas écouté. Lorsqu'elle est restée à Chicago, j'ai veillé à ce que son historique d'emploi soit bien connu des employeurs potentiels. Quand elle a commencé à sortir avec quelqu'un, j'envoyais des dossiers à ses partenaires avec des informations sur son passé. Je voulais qu'elle fasse face à ses actions comme j'avais dû le faire. Elle n'arrêtait pas d'appeler, d'envoyer des emails et d'essayer de me contacter. Une partie de moi voulait qu'elle souffre. Je n'ai jamais cherché d'aide professionnelle, estimant qu'il était trop tard. J'aurais pu changer de numéro, bloquer ses emails ou laisser mon assistant gérer mon courrier, mais je ne l'ai pas fait. 6 excuses ne signifiaient rien pour moi. Finalement, je lui ai envoyé un cadeau. J'ai acheté de la lingerie dans son magasin préféré, l'ai emballé avec un ruban blanc et inclus une note manuscrite. La carte était adressée à Vache et l'inscription disait « Va te faire foutre », bien que mes mots réels aient été plus crus. J'espère qu'elle a compris le message. L'un des prétendants de Jennifer a essayé de me tenir responsable de son tourment. Il est venu chez moi, ivre, et m'a poussé, me faisant tomber. C'était son erreur. Je n'avais pas de formation spéciale. Je n'avais jamais été dans une bagarre, mais j'avais de la rage, une haine pure et non dépensée pour mon ex-femme et ses amants. Il est devenu la cible de ma rage. Je me suis retrouvé avec une bosse et une côte cassée. Il a eu la chance de survivre. Il a plaidé coupable pour agression et intrusion, obtenant une probation en tant que délinquant primaire. 6 années de chirurgie reconstructive et de réhabilitation ont probablement eu un impact plus grand. Jennifer ne m'a plus jamais contacté. J'ai cessé de la suivre après 1 an lorsqu'elle a trouvé un emploi de femme de ménage dans un hôtel à plus de 1100 km de là, dans une région rurale de Virginie. Je l'ai revue une seule fois.
16 ans plus tard, au mariage de notre fille. Je savais que les enfants avaient renoué avec elle après l'université. Je ne les en ai pas empêchés. Le temps n'avait pas été clément avec elle. Elle avait pris du poids, avait de profondes rides et montrait des signes de tabagisme. Elle avait l'air vieille et fatiguée, mais je voyais encore la femme que j'avais aimée autrefois. Je ne ressentais rien pour elle, mais je l'ai vue assise seule au fond de l'église, interagissant brièvement et cordialement avec notre fille. Elle n'a pas essayé de me parler et nous sommes restés à 30 pieds l'un de l'autre. Quand je l'ai vue attendre un taxi, j'ai remarqué une petite bague en or avec un diamant insignifiant à son doigt. J'ai souri pour la première fois depuis longtemps, en pensant peut-être qu'elle avait trouvé mieux que moi. Je me suis approché et regardé la bague, puis ai rencontré son regard. Une profonde tristesse était visible dans ses yeux. « Au fait, tu as ruiné ma vie », a-t-elle dit. J'ai jeté un coup d'œil à sa main gauche, puis à nouveau à ses yeux. « Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rend heureuse, ai-je dit. J'ai marché rapidement vers ma voiture où mon chauffeur m'attendait. « Bonsoir, Monsieur Smith. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. »« Allons-nous au club ?» demanda Jonathan. « Ça s'est passé aussi bien que possible, Jonathan. Allons directement à la maison. J'aimerais être seul ce soir, ai-je répondu. « Bien sûr, monsieur, » dit Jonathan. En partant, j'ai essayé de ne pas regarder en arrière, mais j'ai attrapé un bref aperçu d'elle et j'ai dit au revoir. Michael Smith n'était pas un homme beau et rien ne ressortait de lui au premier coup d'œil, mais il était gentil, agréable à regarder et intelligent. Contrairement aux autres gars, nous nous sommes rencontrés lors de la pire nuit de ma vie universitaire, quand mes sœurs de sororité m'ont abandonné à une fête de fraternité. Elles avaient promis de rester ensemble, mais m'ont laissé pour se mêler à la foule populaire. Je les ai attendues pendant 2 heures tandis que des gars ivres me draguaient, puis Michael s'est approché, me regardant droit dans les yeux, s'est présenté poliment et a fait un brin de causette avant de partir. « Ce fut un plaisir de parler avec toi, Jennifer. J'aimerais t'inviter à prendre un café un de ces jours. Voici mon nom et mon numéro si cela t'intéresse. Merci de m'avoir parlé. » Ce moment fut le point culminant de mon semestre. J'ai failli ne pas l'appeler, mais je l'ai fait après 1 semaine. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café et il m'a posé toutes sortes de questions, me rendant facile de lui parler. Il était brillant et bien informé sur tous les sujets. Il étudiait l'informatique, mais aurait pu se spécialiser dans n'importe quoi. Il m'a offert de l'aide dans mes matières difficiles, en particulier la philosophie ancienne. Michael me regardait toujours dans les yeux, montrant un intérêt sincère pour moi en tant que personne. Nous avons commencé à étudier ensemble un vendredi soir. Il a passé 3 heures à la bibliothèque à m'aider à préparer un examen de philosophie. Il était patient et ne me faisait jamais sentir stupide. Quand j'ai réussi l'examen, il était vraiment fier de moi, disant qu'il aimait passer du temps avec moi. Michael était différent des autres gars. Il se concentrait sur ses études pendant la semaine, évitant les fêtes et les distractions. Nous ne sortions pas pour des rendez-vous traditionnels, mais il m'appelait chaque jour et me laissait des notes. Nous nous rencontrions pour prendre un café à la bibliothèque et parfois pour déjeuner. Il me demandait toujours des nouvelles de ma famille, de mes intérêts et de mes rêves. Quand je lui ai demandé s'il avait peur de quelque chose, il a révélé sa crainte de ne pas être un bon père. Il était enfant unique et avait perdu ses parents au lycée, vivant avec un oncle peu soutenant. Michael voulait se marier et avoir des enfants, mais s'inquiétait de ne pas savoir comment être un bon père. Quand il est resté silencieux, il semblait chercher une réponse. « Est-ce trop ?» a-t-il demandé. « Non, Michael, juste assez », ai-je répondu. 4 semaines après le début de notre relation, Michael m'a demandé si j'étais libre un samedi. J'ai dit oui, et il a dit qu'il viendrait à l'heure du déjeuner. Les jours précédents, ce samedi était étrange. Michael ne révélait pas ses plans, et mes sœurs de sororité chuchotaient et souriaient en me regardant. J'étais nerveuse quand il est arrivé. Lui et ses 3 frères de fraternité étaient habillés en vêtements bordeaux et bleu ciel,
portant une grande glacière et des plateaux de nourriture. Michael avait un DVD, un maillot de West Ham pour moi et un grand sourire. Il a demandé à voir la grande salle de la maison. En tournant le coin, la maison était décorée aux couleurs de West Ham et tout le monde a commencé à chanter. J'étais choqué. Une fois, je m'étais plainte à Michael de manquer le voyage de ma famille en Angleterre pour voir mon cousin éloigné jouer pour West Ham United à cause d'un examen. Michael avait arrangé avec un ami dans un bar sportif pour enregistrer le match de West Ham. Il avait appris le chant de l'équipe, l'avait enseigné à ses amis et à mes sœurs de sororité et avait regardé le match pour savoir quand commençaient les chants. Ils avaient apporté de la bière anglaise et avaient cuisiné du fish and chips. Au fur et à mesure que le match avançait, nous chantions, buvions et encouragions. À la 72 et minute, Michael a fait taire tout le monde et m'a dit de regarder. J'ai vu mon cousin marquer son premier but en Premier League. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Quand c'était fini, Michael et ses amis ont tout nettoyé et sont partis. Michael a dit qu'il m'appellerait plus tard. J'étais seul à faire face aux moqueries à propos de l'air rêveur dans mes yeux, mais ça en valait la peine. Nos conversations téléphoniques, nos notes et nos cafés ont continué pendant encore quelques semaines. Un jour, en sirotant un latte, j'ai remarqué que Michael avait l'air extrêmement nerveux. « Tout va bien, Michael ?»« Quoi ? Oh, oui, bien sûr. » Je n'avais pas de plan pour vendredi soir et j'étais libre. J'étais très surprise quand Michael m'a demandé si je voulais dîner avec lui, comme un rendez-vous. J'étais excité et j'ai accepté avec enthousiasme. Le soulagement sur son visage m'a étonné, rapidement remplacé par le plus large sourire que j'avais jamais vu. Il a continué de sourire en terminant son café, en sortant et en me faisant signe de la main en allant en classe. Je pouvais encore le voir presque à un bloc de distance. À partir de ce moment, ma vie est devenue un tourbillon d'amour, de romance et d'amitié. Mes notes se sont améliorées, je m'amusais plus que jamais, et les gens ont commencé à me traiter différemment. Je me sentais plus à l'aise d'être moi-même, la femme que Michael aimait, et les gens étaient attirés par cela. Être avec Michael a boosté ma confiance en moi. Il me complimentait toujours généreusement. Michael était beau, en forme, bien soigné et agréable, bien qu'un peu timide avec les nouvelles personnes. Il était la personne la plus intelligente de la pièce, surpassant même les professeurs. Malgré cela, il restait humble et passait son temps avec moi, disant souvent « Je suis juste un gars ordinaire qui a gagné à la loterie en te rencontrant. » Je me considérais comme jolie, mes amis et ma famille me disaient « mignonne », mais j'étais toujours complexé, surtout autour de mes sœurs de sororité éblouissantes. À travers les yeux de Michael, j'ai commencé à me sentir plus précieuse. Le bal de promo était un moment fort. Ma sororité avait une tradition où chacune notait son petit ami devant les anciennes élèves. Comme je n'avais jamais eu de petit ami à long terme avant, je n'y avais jamais participé. Cette année, Michael a reçu des retours entièrement positifs, une première en 29 ans d'histoire de l'événement. J'étais fier, bien que la tradition voulait que je ne lui dise pas qu'il avait gagné. 3 jours plus tard, j'ai trouvé une manière de le récompenser. Le lendemain de la remise des diplômes, Michael m'a ramené chez moi. Je venais de Chicago et Michael avait reçu une offre d'emploi là-bas. Nous avons passé 4 heures sur la route à nous tenir la main et à discuter. Nous nous sommes arrêtés pour un petit déjeuner rapide et un baiser. Nous sommes arrivés à ma maison d'enfance juste avant le déjeuner. Michael a passé les 2 heures suivantes à charmer mes parents. J'ai été un peu surprise quand il a demandé s'il pouvait acheter une bière à mon père. Ils sont partis avant que je puisse protester. Ma mère a souri, les yeux humides. « Oh, Jennifer, celui-là, c'est le bon. »« Fais-moi confiance, maman, je sais, » ai-je répondu. Michael et mon père souriaient et riaient tout le chemin jusqu'à la porte d'entrée quand ils sont enfin revenus 2 heures plus tard. Michael m'a dit « Je reviendrai te chercher pour le dîner. » Après avoir vérifié à l'hôtel, il a dit un rapide au revoir à mes parents et est parti. La dernière chose qu'il m'a dite est qu'il avait demandé à mon père la permission de m'épouser.
Cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais, était magique. Après un merveilleux dîner romantique italien, Michael m'a proposé sur la terrasse de la Willis Tower. C'était une belle soirée claire, et les lumières de la ligne d'horizon de Chicago correspondaient presque à la lueur dans mon cœur. Être fiancé au collège causait un léger embarras. Je suis sûr que j'étais la seule sœur de la sororité à rester dans la maison. Mais cette nuit-là, c'était un cadeau précieux, une partie de l'ensemble assortie. Michael s'est donné à moi cette nuit-là, je le sentais. Il était patient, aimant et tendre. Je n'aurais pas pu rêver d'un contact plus parfait. Je lui ai demandé où il avait appris à être un si bon amant. Modeste comme toujours, il a chuchoté « Je lis beaucoup ». Notre vie était presque parfaite. Juste après l'obtention de son diplôme, Michael a obtenu un bon travail. Il était constamment promu et j'étais plus heureuse que jamais. Je ne veux pas minimiser l'importance de ces années pour moi. Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point j'étais heureuse durant notre première décennie ensemble. Je ne pourrais pas décrire comment avoir des enfants a ajouté à ma vie. Je ne partage pas les détails de ces années parce qu'ils n'ont rien à voir avec ma chute. En fait, vous parler de ces années ne ferait que vous embrouiller sur les motivations qui ont conduit à ma chute. Je connais mes erreurs, ou mieux dit, mes fautes. Je sais pourquoi j'ai chuté. Je ne faisais pas assez confiance à Michael. Ce que j'aimais le plus chez Michael, c'était qu'il ne cachait jamais sa vulnérabilité. Il partageait tout son être avec moi et, plus important encore, ses insécurités. Il ne se cachait jamais de moi. Pendant longtemps, je n'avais rien à cacher. Ma vie était un conte de fées. Ma famille était merveilleuse. Michael ne m'a jamais traité différemment d'un partenaire à part entière. J'étais impliqué dans chaque décision qui affectait notre vie. Peu importait qu'il gagne 5 fois plus que moi ou qu'il gère mieux nos finances, il cherchait toujours mon avis et mon approbation. Cela me faisait souvent me sentir spéciale, mais parfois, je me sentais insuffisante, comme si je ne tenais pas ma part du marché. Je n'ai jamais partagé cela avec Michael. Si je l'avais fait, je n'aurais jamais ruiné ma vie. Il m'aurait aidé, je le sais. Il m'aimait tellement qu'il m'aurait aidé à me sentir entière. Cette petite insécurité a grandi au fil des années. Peut-être qu'elle était en germe, quoi qu'il en soit, au moment où les enfants sont allés à l'école, j'étais perdue dans ma propre peau. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose de différent, quelque chose qui me donnerait un but indépendant. Je ne cherchais pas un amant, loin de là. J'aimais mon mari et dans la chambre, j'étais plus que satisfaite. Notre vie était passionnée, bien que peut-être un peu routinière, surtout de ma faute. Je savais que mon mari voulait être un peu plus expérimental, probablement le bon mot, mais je me disais pourquoi gâcher une bonne chose. Non, je voulais me sentir égale, pas seulement être traitée en égale. J'ai trouvé un emploi et annoncé que je l'avais accepté. J'avais tout prévu, prête à défendre mes raisons pour vouloir ce travail. Notre dispute a duré 4 secondes. Je pense que c'est merveilleux, Jennifer, tout ce qui te rend heureuse. Et ça a marché. Je résolus mon problème toute seule, je n'avais besoin de l'aide de personne. La pure vanité de mes pensées durant ces premiers mois me rendait malade par la suite, mais c'était excitant à l'époque. Je me sentais capable de sortir dans le monde en tant que femme indépendante et confiante. L'ambiance dans notre bureau pouvait être caractérisée comme flirtante. Au pire, elle pouvait être décrite comme un repère de débauche. Mes collègues, hommes et femmes, étaient jeunes, téméraires et pleins d'énergie. Il y avait quelques aventures entre eux, mais pas de relations sérieuses. Personne ne semblait le cacher ou penser qu'il y avait quelque chose de mal à cela. Mon patron était probablement le pire de tous. Alan Henderson était un gars assez beau, bien que pas vraiment mon type. Les gens se moquaient toujours de lui en disant qu'il ne pouvait pas garder une fille et le félicitaient pour une autre conquête. Je ne me précipitais pas dans le lit du premier gars qui me draguait. En fait, je l'ai repoussé durement. Mais cela me fit me demander si Michael et moi manquions quelque chose dans nos vies. Notre groupe d'amis était assez discret à ce sujet.
Il n'y avait pas une seule conversation dans notre quartier qui s'approchait même de l'avalanche quotidienne que j'entendais au bureau. Après notre première fête de Noël de l'entreprise, quand j'ai présenté Alan à Michael, ma vie a changé pour toujours. Je pouvais dire qu'ils ne s'aimaient pas, même s'ils faisaient semblant de bien s'entendre. J'ai arrêté de parler à Michael de mon travail et je n'ai jamais mentionné Alan. Je savais que mon travail et mon patron le dérangeaient. Après cette nuit-là, j'ai remarqué des changements au bureau aussi. Alan a commencé à me prêter beaucoup d'attention, louant mon travail en public et me demandant comment je me sentais. Il a commencé à me demander de partager le déjeuner avec lui. Nous avions toujours de longues discussions sur notre dernier projet. Il a commencé à demander mon avis de plus en plus souvent, puis il posait quelques questions personnelles et nous terminions la conversation pour retourner au travail. Il a aussi commencé à me complimenter sur mon apparence. Avec le recul, je peux dire qu'il a travaillé sur moi pendant des mois et que je l'ai absorbé comme une idiote. Je ne me souviens pas de la série exacte d'événements qui ont conduit à cela, mais avec un profond regret, j'admets que j'ai apprécié chaque minute de cela. La séduction habile d'Alan m'a fait me sentir désirable, des émotions que je pensais disparues depuis longtemps. Des années plus tard, en analysant mon comportement, j'ai réalisé la profondeur de ma trahison. Je ne sentais pas que Michael me désirait parce que je ne lui donnais rien à désirer. Je savais quel genre d'homme il était. Il ne ferait jamais rien pour me mettre mal à l'aise. J'étais sa vraie partenaire et amante chérie, pas sa petite amie pour s'amuser. Mais il était très perceptif. Le moindre indice de ma part aurait suffi. Tout indice que je voulais quelque chose d'autre aurait eu des conséquences dramatiques. Une analyse douloureuse de ma vie conjugale a révélé que Michael cherchait évidemment timidement toute opportunité d'énergiser nos vies et je l'ignorais. Je suis terriblement honteuse d'admettre que j'ai fait tout cela et plus encore pour Alan. Il s'avère que j'étais une traînée pour lui. Je suis allé trop loin dans ma relation avec Alan avant de réaliser la vérité. Je me suis donné à Alan pour son anniversaire. Le contraste avec Michael était frappant et a changé ma pensée presque immédiatement. Alan ne m'aimait pas et je faisais une terrible erreur. Je dis à Alan que notre liaison était terminée dès le lendemain. Il a ri et m'a poussé hors de son bureau. Le paquet était sur mon bureau quand je suis revenu du déjeuner avec une note pour être dans le bureau d'Alan à 17h30. Le contenu du paquet garantissait mon accomplissement. Les photos d'Alan sont devenues un verrou qui m'a enchaîné à lui et à l'enfer qu'allait devenir ma vie pendant l'année et demie suivante et au-delà. M'amuser avec mes 2 collègues qui m'attendaient dans le bureau d'Alan était très agréable comparé à ce que j'allais devoir faire pendant ces 18 mois. Laissez-moi simplement dire que j'étais la traînée de l'entreprise et qu'Alan était mon proxénète et que je le détestais presque autant que je me détestais moi-même. J'ai essayé de toutes mes forces de trouver une issue et j'ai continué à échouer. Ce n'est que lorsque je ne pouvais plus accepter l'immoralité de mes actions que la solution à mes problèmes est venue d'elle-même. Lorsque j'ai été sollicité pour divertir un type bizarre dans une salle de conférence pleine de gens, j'ai réalisé que j'en avais assez. J'avais trouvé la solution qui m'avait échappé si longtemps, le courage. J'ai dit à Alan que j'en avais assez et que je me fichais de qui il montrerait les photos. Il a juste ri et c'était fini. Je me sentais si stupide. Je dois dire que, lorsque je me suis réveillée de mon cauchemar, j'ai été surprise de l'état de notre maison. Michael et les enfants semblaient très bien se débrouiller sans moi. Au fond de moi, je pensais qu'ils auraient du mal à affronter la vie sous le genre de négligence que je leur avais imposé. Mais il s'est avéré que c'était exactement le contraire. Il semblait que je n'étais pas nécessaire du tout. Michael était clairement au top des choses. Il avait une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements et avait l'air d'un cadre réussi. Je me suis senti terrible lorsque j'ai réalisé combien de temps j'avais négligé ma famille. J'ai décidé à cet instant-là que je redédicarais ma vie à eux et ferais tout ce que je pouvais pour réparer ma trahison. Mais une distance s'était formée entre nous qui n'avait jamais été là auparavant. Je me demandais souvent combien de temps cela avait duré. Michael ne haussait jamais la voix contre moi.
Nous ne nous disputions jamais, mais il me traitait comme une intruse. J'ai décidé de faire de mon mieux. J'ai essayé de le séduire. Rien n'a marché. Il me touchait à peine. Après quelques mois, j'ai regardé l'état de notre mariage, pas de proximité, pas de communication. J'ai décidé que je ne pouvais pas vivre comme ça. J'ai suggéré une thérapie de couple, alors Michael a cessé de me parler. Je ne veux pas dire qu'il a cessé de me faire confiance. Il a juste arrêté de parler, pas un mot pendant des semaines. J'étais sur les nerfs quand mon anniversaire est arrivé, je me suis inquiété un peu après tout, il ne pouvait pas m'ignorer le jour de mon anniversaire. Dieu, comme j'avais tort. Quand je suis rentré du travail, j'étais prête à découvrir ce que ma famille avait prévu, mais j'ai trouvé la maison vide. La seule chose sur la table à manger était une petite boîte emballée. J'ai compris ce que c'était avant même de l'ouvrir. Quelques années plus tôt, j'avais oublié l'anniversaire de Michael. Pris de panique, j'avais trouvé une montre bon marché dans un magasin de la rue voisine. J'avais l'intention de rectifier mon oubli plus tard, mais je ne l'ai jamais fait et j'ai fini par l'oublier. Mon cadeau était une erreur, mais son cadeau était calculé. Quand je suis allé me coucher, j'étais furieuse. Garder les enfants loin de moi le jour de mon anniversaire était juste cruel. Je ne pouvais pas croire qu'il m'avait fait ça, et le cadeau était hors de ligne. J'aurais dû réaliser que quelque chose allait terriblement mal. Le symbolisme aurait dû suffire. Michael n'était pas un homme mauvais. Il était la personne la plus gentille, attentionnée et aimante que j'avais jamais rencontrée. Si je n'avais pas été si aveuglé par la colère à cause de ce fichu cadeau, j'aurais pu sauver mon mariage. Si j'avais confessé mes péchés et demandé pardon, peut-être qu'il y aurait eu de l'espoir pour moi. Malheureusement, à ce moment-là, j'ai cessé de penser à travailler sur mon mariage et j'ai commencé à penser au divorce. J'étais triste mais déterminé. Il m'a fallu quelques semaines pour régler tous les détails avec mon avocat. Je lui ai raconté comment Michael était distant et même abusif, comment il éloignait les enfants de moi, ignorait ma demande de thérapie et avait cessé de me parler. Mon avocate s'est jetée sur mes commentaires, elle a dit que je serais bien indemnisé. Nous avons passé en revue la plainte. Je pensais faire ce qui était juste, me battre pour ceux dont j'avais besoin pour vivre une vie normale. Tout ce qui restait était d'annoncer la mauvaise nouvelle. Je restais silencieusement dans l'embrasure de la porte du bureau et regardais l'homme qui avait autrefois été mon mari, ma moitié. Il ressemblait au même homme, mais ce n'était pas lui. Enfin, j'en avais assez. Michael, je veux divorcer. Il y eut un long silence, mais je n'ai vu aucune émotion sur son visage. Je pensais qu'il souriait, mais il était probablement juste en état de choc. Il devait l'être parce que sa réaction n'était pas ce à quoi je m'attendais, pas de cris, pas de questions. D'accord, et ce fut tout. Le vendredi suivant, il a reçu ma demande de divorce. Ce week-end-là, Michael était de meilleure humeur, mais s'il essayait de corriger son comportement récent, c'était trop tard. Je n'étais pas d'humeur à la réconciliation. Il m'a même dit au revoir à la porte quand je suis parti au travail le lundi matin. Trop peu, trop tard, ai-je pensé. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mon patron, le président de l'entreprise et notre avocat d'entreprise se disputaient dans la salle de conférence. Des poings pleins de papier étaient agités dans tous les sens. J'étais tellement occupé à regarder l'hystérie que je n'ai pas remarqué l'homme qui m'attendait près de mon poste de travail. Il m'a pris par surprise quand il a parlé. « Jennifer Smith ?»« Oui. »« Vous êtes convoqué. » L'homme m'a tendu une énorme enveloppe, m'a pris en photo et est parti. Je n'ai même pas eu la chance de m'asseoir, encore moins de regarder le contenu de l'enveloppe. Dès que l'homme est parti, le garde de sécurité et le responsable des ressources humaines se sont tenus devant moi. « Madame Smith, vous êtes suspendue en attendant une enquête sur des accusations de comportement inapproprié au travail. Veuillez rassembler vos affaires personnelles et quitter le bâtiment. » C'était humiliant de rassembler mes affaires sous le regard de mes collègues. C'était encore pire quand j'ai été escorté hors du bâtiment. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait.
J'ai à peine eu le temps de sortir du parking quand mon téléphone a sonné. C'était mon avocate. Avant que je ne puisse dire bonjour, elle était déjà en train de me passer un savon. Ne pas avoir divulgué des informations importantes et la faire passer pour une idiote étaient les seules phrases qui faisaient sens. J'ai conduit chez moi en silence. Quand je suis arrivé, la maison était de nouveau vide. Je n'avais aucune idée de l'enfer que j'avais déchaîné jusqu'à ce que je me calme suffisamment pour me souvenir de l'enveloppe. La contre-pétition de Michael était écrasante. Presque toutes mes aventures extra-conjugales y étaient documentées. Il ne restait plus d'argent, il avait dépensé presque toutes nos économies. Le mot qui m'a le plus frappé était infidélité. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire, mais ensuite j'ai essayé d'appeler mes parents. J'avais besoin de soutien, mon père m'a traité de traîné et m'a raccroché au nez. Il n'avait pas besoin de m'expliquer pourquoi il pensait ça, je le savais déjà. Les 7 jours suivants ont semblé être les plus solitaires de ma vie, mais des années plus tard, je m'en souviendrai comme des bons jours. Michael a laissé une note que j'ai trouvée plus tard disant qu'il avait emmené les enfants camper et qu'il reviendrait dimanche. Ce premier soir, mon amie Rebecca a appelé vers 7 heures pour voir comment j'allais. Elle a dit que Michael lui avait envoyé un DVD et que je ne voulais pas savoir ce qu'il y avait dessus. Les jours suivants, mon avocate m'a détaillé le désespoir de ma situation. J'étais licencié pour faute, mon entreprise, plusieurs clients et tous mes partenaires étaient poursuivis. J'allais perdre la garde de mes enfants. J'allais tout perdre. À ce moment-là, j'étais prête à tout pour que Michael arrête toutes les poursuites. J'ai essayé de me préparer à son retour. Malheureusement, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Quand la famille est rentrée, j'étais en désordre. Les enfants sont passés devant moi comme si je n'étais même pas dans la pièce. Michael est entré quelques minutes plus tard, une bière à la main, l'air de s'en ficher complètement. J'ai à peine réussi à parler. « Tu vas me ruiner. » La pure haine dans sa voix m'a détruite. Dieu, j'espère bien. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet de notre histoire en tant que mari et femme, il m'a traité de traîné. À ce moment-là, je ne lui parlais même plus. Je pensais juste à voix haute, mais Michael s'est lancé dans une tirade qui a duré plusieurs minutes. Traîner, traîner, vulve, vache, chaque mot me déchirait. Ensuite, il s'est levé et a quitté la pièce. Je peux honnêtement dire que je n'ai pas abandonné. J'ai essayé de faire fonctionner les choses avec Michael, mais il ne voulait pas me parler. Je me demandais comment Michael et les enfants se débrouillaient sans argent, mais ils semblaient aller bien. Parfois, je me faufilais pour les voir déposer ou récupérer les enfants à l'école. Je ne pouvais pas trouver de travail et recevais des allocations de chômage. Mes parents ne voulaient pas me parler. J'avais besoin d'un endroit où vivre et j'ai commencé à aller de maison en maison, principalement chez des hommes divorcés. Personne ne voulait me garder longtemps. Un jour, tout allait bien et le lendemain, ils voulaient que je parte. Sur les conseils de mon avocate, j'ai commencé à voir un thérapeute. Elle pensait que si je me repentais de mon comportement et cherchais de l'aide professionnelle, cela m'aiderait au tribunal. J'avais très peu d'espoir. J'ai travaillé sur certaines choses, dont la plupart que j'ai partagées avec vous, mais le meilleur conseil que ma thérapeute m'a donné fut à la fin de nos séances. Son conseil était de fuir loin, très loin. Je ne sais pas exactement pourquoi il a décidé de me répondre. Cela aurait pu être un appel téléphonique, un email ou l'une des dizaines de lettres que j'avais envoyées, mais pour une raison quelconque, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un paquet de Michael qui m'attendait. J'ai immédiatement reconnu la boîte cadeau standard du magasin. La carte m'était adressée d'une manière assez vulgaire. J'ai tout compris. Il savait presque tout. Il me haïssait vraiment et avait une suggestion très spécifique sur la façon dont je pourrais utiliser au mieux mon temps. Je ne sais pas pourquoi la réalisation qu'il connaissait ma trahison volontaire était tellement pire, mais c'était le kia. J'ai pleuré fort. À l'époque, je vivais chez un ami d'un ami, un type décent nommé Robert. Je pense qu'il voulait que notre relation soit plus qu'une simple colocation. Quand il est entré dans la pièce pour voir ce qui se passait, j'ai réalisé qu'il avait bu. Quand il a vu le paquet, il est devenu furieux et a couru hors de la porte avant que je puisse l'arrêter.
J'étais inquiète quand Robert n'était pas rentré quelques heures plus tard. J'aurais dû l'être. Les infirmières de l'hôpital n'étaient pas loquaces, mais elles savaient la plupart de l'histoire. Apparemment, Robert était allé confronter Michael. Michael avait failli le tuer. Son visage était mutilé. Il avait une commotion cérébrale, plusieurs blessures internes et une hanche gauche fracassée. J'étais terrifié. Mes problèmes affectaient maintenant ceux qui m'entouraient. À ma prochaine séance, j'ai raconté cette histoire à ma thérapeute. Elle a commencé à me poser des questions sur Michael. Je lui ai dit tout ce que je savais. Il était fils unique, il n'avait pas de famille, il avait été orphelin quand il était adolescent. Je lui ai parlé de notre jeune amour, de son dévouement envers moi et les enfants. Je lui ai parlé de ses actions pendant les 2 années où il aurait dû savoir pour mon infidélité et son comportement ultérieur. Je lui ai parlé de ce que Michael avait fait à Robert. Quand j'ai fini, elle avait l'air terrifiée. « Vous devez fuir aussi loin que possible d'ici. Laissez-le tranquille, ne l'appelez pas, ne lui écrivez pas, ne lui faites pas savoir où vous êtes. Il n'y a aucun espoir de réconciliation, n'essayez même pas. Passez à autre chose. Si vous le poussez, l'issue la plus probable est qu'il vous tue. Vos actions ont clairement brisé un homme avec une emprise fragile sur la réalité. Il a enduré déception après déception toute sa vie. Il ne vous pardonnera jamais. Il n'oubliera jamais. Fuyez. » Et j'ai fui. J'ai fui loin des souvenirs de ma vie parfaite pour une ville universitaire miteuse en Virginie où j'ai trouvé un travail encore plus miteux. Quelques années plus tard, j'ai trouvé un homme qui pouvait me tolérer et ignorer mon passé. La meilleure chose que je puisse dire à son sujet est qu'il ne sentait pas mauvais et ne me battait pas. Il n'y avait pas d'amour entre nous, juste une relation amicale. Je suis sûr que cela faisait partie de ma punition. Mes enfants m'ont contacté quand ils étaient plus âgés juste pour dire bonjour et me faire savoir qu'ils étaient vivants et savaient que je l'étais aussi. Ils n'ont jamais demandé à me voir ou à jouer un rôle significatif dans leur vie. Michael a prospéré sans moi. J'ai suivi ses nouvelles autant que possible. Il a toujours été une superstar dans l'industrie du logiciel et avait la fortune colossale pour le prouver. Il n'y avait presque rien écrit sur sa vie personnelle. Je l'ai vu une fois de plus au mariage de ma fille. J'étais surprise d'être invitée. Il avait l'air incroyable, comme l'homme qui possédait mon cœur et que j'avais trahi. J'admets que j'étais un peu surprise quand il m'a abordé pour son dernier triomphe. Pour info, tu as ruiné ma vie en premier. Il a regardé ma bague de mariage pathétique. À ce moment-là, j'ai regretté de ne jamais l'avoir portée au doigt. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rend heureuse. Puis il est parti. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de laisser un commentaire et de partager. À bientôt pour plus de contenu.